Donc la justice, parent pauvre dans les allocations budgétaires, c'est une grosse priorité qui attend donc le président réélu, le professeur Alpha Condé. On parle de son investiture pour son second mandat dans un instant, mais avant un arrêt sur cette autre actualité qui agite les médias. Il s'agit de l'affaire Tamsir, du nom d'un jeune rappeur donc, qui était en cavale en Côte d'Ivoire. Il a été ramené cette semaine. Il est en prison également, justement au sein de cette maison d'arrêt de Coronti, où il attend son jugement. La question qu'on se pose, bien évidemment, est comment partir de ce cas de viol, de ce présumé cas de viol, pour en tout cas ouvrir un débat général sur les cas de viol qui se répandent en République de Guinée. Pour commencer, doyen Moussa Doumessi. Oui, je dis tout simplement qu'il y a lieu, une fois de plus, au même titre tout à l'heure que le premier sujet qui a été abordé, c'est toujours la question de justice. Les cas de viol aujourd'hui se perpétuent en République de Guinée parce que tout simplement l'impunité a pris la place justement de la... Une nation, un État, ce sont les lois qui gouvernent. Ce n'est pas des individus qui gouvernent, ce sont des lois qui gouvernent. Donc il y a lieu que tout citoyen dans un pays sache que lorsqu'il a failli à ses droits ou à ses devoirs même. Absolument. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, lorsque vous-même vous ne reconnaissez pas vos droits, l'État ne reconnaîtra jamais ses devoirs vis-à-vis de vous. Donc c'est une évidence. Donc par conséquent, il y a lieu d'abord de commencer par punir. Lorsque vous tuez, je ne suis pas extrémiste, mais sincèrement, pour remettre les choses en ordre, vous avez tué, flagramment tué. C'est prouvé que vous avez tué. Sincèrement, je dirais qu'il faudrait vous passer justement à la guillotine, s'il faut le faire comme ça. Peut-être, c'est peut-être exagéré, mais on a besoin d'en on n'est pas dans la révolution, c'est couturé. Non, c'est juste pour dire... Elle existe. Non, la loi, elle existe. Un temps manquera de citer. Les dernières exécutions datent quand même de 2001, si mes souvenirs sont bons. Je veux faire allusion... La peine capitale. Et le président Alpha Condé est foncièrement contre la peine capitale. Mais moi, je veux faire allusion simplement à l'anarchie aujourd'hui qui existe. Il y est favorable. Aujourd'hui, l'anarchie qui existe dans ce pays, il y a lieu de le freiner. Il y a lieu aujourd'hui de freiner cette anarchie. C'est devenu une anarchie en réalité qui est en train d'ébranler l'ensemble des équilibres. Puisqu'on parle de cette autre anarchie qu'on appelle le viol, comment y remédier, comment arrêter le cycle infernal qui s'abat sur nos jeunes filles. Déjà, on va au-delà de la morale. Ça veut dire que nous sommes dans une société aujourd'hui, je m'excuse, mais que les jeunes, en réalité, sont en train d'occulter systématiquement la morale. Est-ce que vous avez vu? Et il faudrait donc qu'on revienne aux valeurs, qu'on essaie de faire comprendre à l'ensemble des citoyens, surtout la classe des jeunes, qu'il y a mieux à faire que de violer une sœur, que de violer une fille. Parce que c'est l'équivalent, en fait. La fille que vous avez... Est-ce que tout cela ne découle pas de la démission ou de la déstructuration de la cellule, de la première cellule de base, la première cellule d'éducation qu'on appelle la famille? C'est une évidence. Il y a la question de la famille. Mais il y a aussi, permettez-moi de le dire, que la vraie armure d'un État, c'est le civisme. C'est la vraie armure. Parce que, tout simplement, quand vous n'avez pas accès à ces valeurs, il est évident que tout ce que vous faites dans la vie ne repose sur rien et vous n'avez aucun repère pouvant vous permettre justement de vous orienter. Il est dommage, sincèrement, de tomber dans cette bassesse, mais aussi de tomber dans cet état de fait, parce qu'il faut être atteint d'une démence dégénérative pour aller jusqu'au point de tomber sur une... La dernière fois, je lisais un article où à l'abbé, vous trouvez quelqu'un qui tombe sur une fille de 6 ans. Absolument. Vous pensez que des gens comme ça, il faut le passer en prison? Vous n'avez pas besoin de le mettre en prison. À ce niveau-là, je vais être vraiment un extrémiste. Une fille de 6 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la pédophilie. Mais il faut l'éliminer, lui. Non, la société. Il est très en colère. La loi n'élimine pas. Sidimé, votre égard sur cette actualité, en tout cas, c'est cette chape de plomb, si j'ose m'exprimer comme ça, qui s'abat sur les filles guinéennes. Il y a ce cas de viol collectif à Mandiana, le cas qu'il rappelait tantôt, le cas de l'abbé, le cas de l'Elouma, etc. Le cas d'un médecin sur une patiente. Absolument. Le cas d'un médecin sur une patiente. Oui, absolument. Donc vous voyez combien de fois... Par quoi vous expliquez cela?
Bon, les hommes guinéens ont finalement la braquette facile, comme les Indiens. Oui, comme les Indiens, bon, peut-être la braquette facile, mais au-delà de tout, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a la démission collective des parents, dans l'éducation, bien sûr, des enfants aujourd'hui. De l'autre côté, il y a un manque de volonté aussi politique de l'État. Parce que si quelqu'un, tu peux banalement tuer un individu aujourd'hui et être en face de son grand frère, de celui que tu as éliminé dans 2 ou 3 mois, je pense bien que rien n'est plus interdit. Donc c'est ce qui facilite un peu cette débandade aujourd'hui de la jeunesse guinéenne. Mais au-delà de ça, essayez de voir le médecin, le cas de ce médecin aussi sur une de ses patientes. Oui, c'est pas totalement avéré, Sylvie. Oui, bon, ce n'est pas totalement avéré, mais nous l'avions vu quand même sur certains médias qui sont quand même aussi crédibles. Quoi qu'on dise, le cas de ce que le doyen vient de dénoncer tout à l'heure, là. Le cas de l'abbé. Voilà, le cas de l'abbé. Voilà, sur une fille de 6 ans. Vous voyez combien de fois c'est horrible. C'est horrible, combien de fois c'est inhumain. Donc je suis vraiment du côté du doyen Gumessi, dent contre dent, œil pour œil. Bien. Est-ce qu'il y a cette question qui m'intrigue, qui me vient à l'idée? Finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui peut pousser autant les hommes guinéens à vouloir tomber sur les jeunes filles? Est-ce qu'on peut expliquer cela par aussi l'attirance sexuelle qui peut naître chez les hommes guinéens, ce que nous consommons du point de vue de l'accoutrement des jeunes filles? Est-ce que ça peut aiguiser leur appétit? Parce qu'on sait tous comment nos filles aujourd'hui s'habillent et sortent dans les rues. C'est assez provocateur. Je pense que l'accoutrement aujourd'hui des jeunes filles en Guinée est un fait. Oui, il y a des habits que les filles portent la journée qu'on devrait normalement porter pour aller en boîte, ou d'autres qu'on devrait normalement porter pour rester à la maison, mais qu'on porte en pleine 14 heures. Il y a tout ça qui existe, mais cela ne justifie pas, notamment ce qui est arrivé avec le cas Tamsir. Moi, je vois une question de conscience collective. Aujourd'hui, il y a assez de facilité, c'est-à-dire que le viol, c'est un phénomène social, il existe. Il y a pire en fait parce qu'aujourd'hui ça se passe même dans les familles. Vous avez des gens qui violent leurs nièces, qui violent leurs cousines. Ça c'est un peu de l'inceste. Et ça s'arrange un peu dans les familles. Il y a à travers des conciliabules, vous avez des oncles qui tombent sur des petites filles à la maison, on s'arrange. Et puis dans les quartiers, comme ça s'est passé, ça se passe. Et puis on arrange entre les familles parce que oui, on ne veut pas que la fille soit vue. Et donc on est en train d'un peu traditionnaliser cette affaire d'arrangement dans les familles, de sorte que c'est facile pour des jeunes aujourd'hui d'abuser des filles. Le cas Tamsir, sans doute, est une occasion qui a donné le courage à des femmes de se lever. On a vu cette marche-là, à demander justice. Sinon, avant ça, il y a des milliers de viols qui se sont passés. On les a arrangés dans les familles. Et puis, le gars a refait plusieurs fois parce qu'il sait qu'il n'est pas sanctionné. Il s'est dit dans sa conscience que ce n'est même pas un délit, alors que c'est sanctionné dans la loi. Et je pense que c'est ce que le monsieur va subir. Qu'il soit revenu maintenant à Conakry, faire face à la justice, je pense que c'est mieux que de rester en dehors de la Guinée parce qu'il y serait resté longtemps et que la justice l'attendait ici. Et du côté de la police des mœurs, je me pose la question, où est-ce qu'elle est cette police des mœurs? Quand vous allez à la DPJ, on les a logés dans une sorte de chambre de ce côté, sans moyens ni rien. Je me demande comment est-ce qu'elle va faire. Aujourd'hui de garde républicaine en République de Guinée. Voilà. Ça devrait t'interpeller au même titre que la police des mœurs. Alors, dans le cas d'espèce de Tamsir, voilà pourquoi je me demande à propos de la police des mœurs, où est-ce qu'elle est? Quand vous allez à la DPJ, vous verrez là où est-ce qu'on les a logés. Et puis, on les a casés, on va dire voilà, comme ça. Casés. Donc que ce soit juste un tremplin pour la police, pour la DPJ, de traquer tous ceux qui posent ce genre d'actes et que les ONG aussi aident franchement les victimes à briser le mur du silence et de la honte et aller se plaindre quand elles sont victimes de viol. Sylvain, vous voulez rajouter quelque chose? Justement, même c'était juste pour appuyer ce que M. Ouri disait tout à l'heure là. Et si ce n'est pas parce qu'il y a eu diffusion de la vidéo de l'affaire Tamsir, on n'allait pas vraiment être sur ce plateau aujourd'hui en train de discuter. C'est qu'ils allaient juste discuter et arranger entre eux, comme Ouri l'a dit. Malheureusement, ça se passe ainsi dans tous les foyers aujourd'hui en République de Guinée. Et c'est d'autant vraiment grave qu'on arrête d'arranger une fois ce cas de viol est établi dans nos familles, qu'on arrête de passer à l'arrangement. Qu'on arrête de mettre tout ça sous le boisseau. Voilà, il y a tellement de cas comme ça qu'on met sous c'est parce qu'il y a eu diffusion de la vidéo. Mohamed Mara, rapidement, un mot là-dessus. Je ne sais pas si je peux aller rapidement sur ce sujet qui est d'une gravité extrême quand même.
J'aimerais résumer ça peut-être en 4 mots. D'abord, la tradition, la femme, je dirais la modernité et puis l'expert. Je vais vous expliquer. Mais avant, j'aimerais quand même dire quelque chose. Je ne pense pas qu'il y ait plus de cas de viol actuellement qu'avant. Mais la montée en puissance des médias aujourd'hui fait que de plus en plus, nous sommes au courant de ce qui se passe justement dans nos sociétés. Moi, il y a un mois, un homme connu à l'international, un très grand défenseur des droits humains en Guinée ici, a eu sa petite fille violée. Il m'a appelé, j'étais en mission, il m'a fait appeler par sa nièce, et puis j'ai discuté avec lui. Je lui ai justement recommandé de prendre langue avec vous à Boubacar Diallo, ce qu'ils n'ont pas fait. Après, j'ai parlé avec lui, il dit, ah, tu sais, ça risque d'humilier la famille. Voilà. Ça, c'est justement ce genre de phénomène qui encourage ce type. Et donc, je vous disais, la tradition, cette tradition-là, justement, fait que ce type de situation se règle, justement, dans les familles. Et à mon avis, c'est au détriment du deuxième point, ce que j'appelle la femme. La femme, malheureusement, nous sommes là, j'aurais voulu qu'on ait une femme sur ce plateau pour en parler. Mais la femme, malheureusement, dans nos cultures, sont presque des choses, des objets de plaisir pour l'homme. Donc, à ce niveau-là, dans toutes les sociétés où le viol est régulièrement est un fait banal, on considère que ce n'est pas d'une gravité extrême que de violer une femme. C'est parce que vous avez été à l'école, à une autre école, qu'aujourd'hui vous êtes aussi sensible à cette question. Mais on pense qu'avant tout, la femme est un objet, avant tout, pour satisfaire les attentes. N'oublions pas, il y a les cas de viol, même à l'intérieur des couples. Même à l'intérieur des couples légalement mariés. Mais cela, on n'en parle pas. C'est pourtant, ces faits-là, pourtant existent. Approchez les tribunaux, on va vous dire que ça existe. Donc, le troisième point, je vous disais, modernité. Et c'est là où je vais rejoindre Ori. Aujourd'hui, on est en train de superposer plusieurs couches, disons, de réflexion sociale, mais qui sont difficiles à concilier. Dans notre tradition, la femme, quelque part, malgré ce que j'ai dit là dans l'intimité, qu'elle serve à satisfaire l'homme, a aussi le rang de mère, jouit quand même d'un prestige dans la famille. Absolument. Ce qui fait que justement, quand elle est humiliée, on ne veut pas que les gens le sachent. Mais aujourd'hui, avec la modernité, qu'est-ce qu'on voit? La femme dont la nudité, vous savez combien de fois la nudité est sacrée chez nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, se retrouve nue au dehors. Oui, je l'entendais dire, mais il y a des habits qu'on doit porter pour les boîtes de nuit au dehors. Avant, il n'en était pas ainsi. Je vous rappelle qu'à Télémélé, la fille qui a été violée et assassinée, justement, ça s'est passé au sortir d'une boîte de nuit. À l'Abbé, le viol collectif, c'était au sortir d'une boîte de nuit. Donc, justement, ce sont des situations que les parents aujourd'hui voient. On pense que c'est de la modernité en laissant parfois les filles... Le sexe est devenu un fait banal. Même pour vendre aujourd'hui, excusez-moi pour la publicité, mais du Coca-Cola, remarquez bien la bouteille, ça pratiquement la femme, du corps de la femme. Partout, c'est la femme qui est exposée. Sa nudité qui est montrée afin que l'objet soit vendable. Et c'est cela, justement, c'est cette nouveauté dans notre culture qui est en train aujourd'hui, malheureusement, de nous mener là où nous allons. Et maintenant, le dernier point, je disais l'expert. On a une mauvaise habitude chez nous. On voit des phénomènes, on en parle, mais il n'y a jamais d'études. Pourquoi aujourd'hui ne pas approcher des psychiatres, des psychologues? Pourquoi ne pas approcher des sociologues? Ce phénomène, on a l'impression aujourd'hui qu'il est en train de se répandre. Et mener une étude sérieuse pour en cerner tous les contours, afin de savoir comment combattre, justement. Il ne suffit pas de mettre une législation rigide. Le viol en Guinée, le minimum, comme violeur en cours, c'est 5 ans. C'est-à-dire que c'est classé crime. Vous comprenez? Donc, mais vous voyez, ça ne dissuade pas. Donc, ça veut dire qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Absolument. Justement, là, c'est 5 ans le minimum. Voilà. En 5 secondes, je voudrais aussi rappeler le simple fait aujourd'hui que nous pouvons parler de beaucoup de facteurs qui contribuent, qui sont des facteurs incitatifs ou attractifs même. Mais au-delà de ça, le viol, c'est d'abord le fait qu'il n'y ait pas de consentement. Qui est de la violence exercée à l'endroit de la femme pour le faire subir un acte. Mais à partir de ce moment où c'est prémédité, c'est un piège qui est monté, donc vous voyez un peu, ce n'est plus lié à l'accoutrement ou, n'est-ce pas, au comportement de la femme. Mais ça devient un problème mental, un problème psychologique. Là, je suis d'accord avec Mara en disant qu'on a besoin de plus qu'elle. Mais aujourd'hui, notre société est une société qui est émaillée de tout ce que vous pouvez considérer aujourd'hui comme étant des travers. Des travers.
des travers. Donc nous sommes face à une réalité qui ne dit pas son nom, mais il y a lieu, pour revenir à la question centrale, pour moi, tout cela ne représente que des conséquences de la mauvaise, de la malgouvernance. Et il y tient, cette question de gouvernance. Alors, on ouvre le chapitre politique de notre émission. On parle de l'investiture du président Alpha Condé et double cérémonie en perspective. Ici en Guinée, cérémonie éclatée donc en 2 temps. Le 14, investiture, et le 21 décembre, prise des fonctions. Alors, Mohamed Kamara est là, Mohamed Mara plutôt est là, juriste, il va pour porter son regard là-dessus. Mais il y a aussi cette fameuse commission d'organisation qui a été mise en place et qui fait grincer des dents dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel et des alliés. On commence par Sidimé. Sidimé, d'abord, excusez, on va changer. Mohamed Mara, regarde des juristes sur cet éclatement. Je n'ai pas un regard sur cette situation. Il suffit de faire parler les textes. L'article 35 de la Constitution est clair. Le chef de l'État entre en fonction après avoir prêté serment en ces termes. 2 points. Et les paroles qu'il doit dire pendant le serment sont écrites intégralement. Donc, vous ne pouvez pas prendre vos ablutions, comme me le disait le doyen en off. Vous ne pouvez pas faire vos ablutions et attendre 2 jours après pour aller faire votre prière. La Constitution est très claire. L'esprit de législateur est très clair. C'est l'investiture qui vous donne la dignité, justement, d'entrer en fonction. Je ne comprends pas. Et surtout, il ne faut pas l'oublier. Il semble que la requête soit venue du côté du Sékou-Touré et la Cour constitutionnelle se permet, justement, de suivre cet avis politique en violant la Constitution. Cela relève d'une sorte de masturbation intellectuelle aujourd'hui qui déshonore la République. Aujourd'hui, j'aimerais que le président de la République, à son retour ici en Guinée, ait le courage de dire « Non, je ne peux pas m'y plier ». C'est une violation. Mais j'ai peur que, disons, le second mandat du professeur Alpha Condé s'ouvre de cette façon-là. C'est quand même une anomalie extrêmement grave. Que son entrée en fonction, justement, provoque une telle chose. Maintenant, de l'autre côté, on va y revenir. Et le fait qu'il y ait une double cérémonie comme ça, c'est qu'il tranche carrément avec ce qu'on a vu du côté de la Côte d'Ivoire, où le président est réélu Alassane Dramane Ouattara a été investi dans la plus grande sobriété. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sidimé? Du côté de la Côte d'Ivoire, je ne peux que remercier. J'étais vraiment heureux dans ma peau également. Le fait de voir M. Alassane Ouattara dans ces conditions d'investiture, c'était vraiment honorifique. Hein? Voilà. Maintenant, de notre côté, en République de Guinée, je me disais, j'ai écouté certains juristes, notamment M. Mohamed Kamara, qui n'a pas hésité. Et nous venons aussi d'écouter un juriste, Mohamed Mara. Qu'est-ce que je déduis automatiquement qu'il y a 2 pays extraordinaires hein, dans ce monde-là. Les États-Unis certainement au bon sens et la Guinée au mauvais sens. Parce que, bon, moi je ne suis pas juriste, mais c'est des éminents juristes aussi que j'ai écoutés. C'est, d'après M. Mohamed Kamara, c'est une violation précoce de la Constitution. C'est le président, tout réélu, docteur d'État en droit. S'il accepte s'asseoir. Il faut rajouter. En droit public. Voilà, en droit public. Donc, s'il accepte vraiment cette peau de banane politique, c'est pas venu d'où. Mais si ça vient de lui. Bon, je ne peux pas le confirmer parce que, avant tout, c'est un docteur d'État en droit. Donc, M. Mara soulignait tantôt, il faudrait vraiment que le professeur Alpha Condé refuse cette investiture en 2 temps. Ça va dans son honneur. Bon, les cérémoniales qui sont organisées par rapport à ça aussi, on a notre regard là-dessus. Oui, parce que la question, oui, si vous le proposez maintenant là, nous avons vu d'abord l'autre regard, l'exclusion du directeur de campagne hein, du RPG Arc-en-Ciel en la personne de M. Dr Kassori Fofana, qui n'a pas été cité du tout parmi toutes ces commissions d'organisation de cette investiture. Là, quand même, je ne pense pas que l'équipe dirigée, l'équipe de Dr Kassori Fofana, vraiment va apprécier cette exclusion. Voilà, cette exclusion. Ouais. Et bon, voilà. On prend d'ailleurs qu'il s'est... à vue d'œil, d'ailleurs, il s'est mis à l'écart, il s'est éloigné du pays pour laisser la main totalement. Il a parfaitement raison. Aurait été même M. Mohamed Mara, il ne va pas aussi, il va s'éloigner du pays s'il a les moyens.
parce qu'on ne peut pas être directeur de campagne et être exclu des différentes commissions d'organisation de l'investiture de la personne qui est réélu. Bien. Et bien aussi, bien réélu, parce Bien. que vraiment, sa façon était vraiment confortable aussi. Sidimé qui s'étonne alors. Allez-y. Si je dois commencer par l'exclusion Oui, allez-y, oui, absolument. de Dr Kassory en partant de ce que Sidimé a dit, est-ce que c'est obligatoire qu'il figure parmi cette fameuse C'est une question qu'il commission? faut se poser aussi. Il est dit justement que c'est le protocole d'État qui organise l'investiture d'un chef d'État élu ou réélu. Est-ce qu'en 2010, Makale était dans la commission d'organisation puisqu'elle a été directrice de campagne d'Alpha Condé? Est-ce qu'elle y était obligée je veux dire, est-ce qu'elle était obligée d'y être? Je me pose cette même question. Et puis, voyant le profil de Kassory, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il vise dans le temps, est-ce que c'est vraiment la peine qu'il vienne se battre avec des gens autour, sans doute, de l'argent qu'ils vont sortir pour tout ça là? Aujourd'hui, on est en train de parler du 14 et du 21. Il faut reconnaître une chose, à la lecture des textes, que c'est vraiment anticonstitutionnel. Il faut qu'on arrête de nous tromper. Il faut qu'on arrête de jouer le jeu simplement parce qu'on aime un individu. Il faut qu'on aime le pays. Il y a lieu de faire la différence entre ce qui constitue les véritables charges qu'ont les dirigeants de ce pays que les privilèges auxquels ils vont avoir accès. C'est pourquoi lorsque Ourifé rappelait tout à l'heure en disant, oui, les guéguerres internes qu'il y a, moi, je pense aujourd'hui. Et Kassory est une personne, en réalité, qui n'aimerait pas perdre du temps dans les querelles intestines que de voir les choses beaucoup plus loin. Il aimerait faire face à des questions majeures et là, il a des défis à relever et là, il sait partir. Donc, il y a lieu aujourd'hui que ceux qui ont entouré le président de la République, tous ceux qui ont contribué, et moi je me dis, ce n'est pas l'ensemble du pays, ce n'est pas l'entièreté du peuple de Guinée qui l'accompagne, mais 57%, c'est une majorité. C'est cette majorité qui l'a valu, n'est-ce pas, le passage à un tour, à un second mandat, au premier tour. Donc, il y a lieu que les gens le comprennent, que c'est la nation guinéenne dans sa diversité qui lui a apporté son concours, mais qui lui a apporté sa confiance également. Et que lui, il devrait mériter de cette confiance. Il ne devrait pas être redevable aujourd'hui à des individus. Il devrait être redevable à cette nation, à ce peuple-là qu'il a porté à ce niveau. Donc, il y a lieu, Aboubacar, d'être serein, mais d'être aussi clairvoyant. Mais c'est de construire une nation sur des bases, avec des agrégats solides, véritablement solide pour que notre nation se porte mieux. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une nation compétitive. Bien. Nous avons besoin aujourd'hui réellement que notre nation se porte, qu'on crée la richesse, qu'il y ait une classe moyenne. C'est une promesse en live. On va inviter Doyen Doumessi la semaine prochaine dans cette émission pour faire un débat sur les questions de gouvernance et les défis qui attendent le président Alpha Condé. Mohamed Mara pour clore. Écoutez, donc à deux niveaux, je crois que c'est quelque chose de parfaitement inutile et je dirais même de dangereuse pour notre vie démocratique. Parce qu'un mandat quand même qui s'inaugure en flagrante violation de la Constitution, je ne sais pas ce qu'on peut en attendre. Encore une fois, j'interpelle le président et ses plus proches conseillers de réfléchir à deux fois avant de poser cet acte-là. Parce que ce n'est pas bien, c'est un très mauvais exemple que nous sommes en train de donner. Il se peut que ce soit une question de calendrier, peut-être des invités, parce que tout cela aussi. Je vais vous rappeler juste une chose. Le principe veut que l'investiture d'un chef d'État soit complètement pilotée par le protocole d'État. À la rigueur, on y associe le parti qui a présenté le candidat. C'est tout. Et justement, ce n'est pas, oui, justement, j'en viens, je vois où vous voulez en venir. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est sans totalement. Et à mon avis, le RPG Arc-en-Ciel, quelque part, a raison. Pourquoi? Parce que si vous regardez la composition de cette fameuse commission, vous vous rendez compte que le RPG Arc-en-Ciel n'est même pas consulté. Absolument. Mais ce qui est curieux, ce n'est pas le protocole d'État, justement, qui est mis en avant, mais le ministre directeur de cabinet à la présidence. Qui nomme qui? Le ministre secrétaire général à la présidence. Il nomme le ministre chef de cabinet à la présidence, plutôt, oui, chef de cabinet à la présidence. Il nomme l'administrateur général des grands projets. Il nomme même la ministre des Affaires sociales. On a 5 petites minutes pour parler des relations assez tendues et encore qui se dégradent entre l'UFR et l'UFDG.
Et ce qui est venu donc faire tout dégrader, ces félicitations qui sont venues du président de l'UFR, candidat à l'élection présidentielle 2015, Sidia Touré, qui a adressé une lettre de félicitations au président Alpha Condé pour sa réélection. Et dans la foulée, on a vu les réactions qui ne se sont pas faites attendre du côté de l'UFDG. Oui. Pour moi, le plus perdant de cette affaire, puisqu'on a pratiquement que 5 minutes, absolument. Le plus perdant, voilà, justement, le plus perdant ne peut être que l'UFDG aujourd'hui, piloté par Elhadji Cellou Dalein Diallo. Parce que l'UFR déjà, nous avons compris, quand j'écoutais le chef de cabinet de l'UFR en la personne de M. Tal, qui était c'est dans une émission de grande écoute ici à Espace FM, ils disent qu'ils ont changé de stratégie. Mais quelle stratégie? Après avoir abattu combien de personnes? Donc vous voyez déjà, c'est ça aussi leur politique. Je ne dis pas c'est ça la politique, mais c'est ça leur politique. On peut pour autant condamner l'UFR pour cela? Moi, je ne condamne pas. La politique, c'est une question d'intérêt. Voilà, c'est le jeu d'intérêt. C'est une dynamique aussi. Voilà, justement, c'est une dynamique. Bien. Après avoir fait assez de marches dites pacifiques ici, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, si l'UFR pense changer de stratégie... Mohamed Tal, vous l'avez bien rappelé, il a dit qu'il y a lieu de changer de stratégie. De stratégie. Lorsqu'on se rend compte que celles qui avaient été précédemment utilisées n'ont pas été efficaces. Voilà, mais au-delà de ça, est-ce que c'est le peuple qui a abandonné l'opposition ou bien c'est l'opposition, c'est l'UFR en principe aussi qui change de stratégie? Parce qu'il faut comprendre, au-delà, au regard des résultats aujourd'hui, nous avons vu le doyen... Gumessi l'annonçait tout à l'heure, le professeur Alpha Condé est réélu de façon confortable. De façon confortable. Sidia qui a vu son Sidia a vu son s'effondre. Donc vous voyez un peu. Allez-y rapidement en une minute, Ouri. Oui, moi j'ai dit à un moment donné, le président a dit que ses opposants sont des nains politiques. Est-ce qu'il n'a pas raison aujourd'hui? Je dirais oui, il a raison parce que voilà dans quel état il laisse cette opposition. Elle s'effrite, elle s'insulte entre eux. La preuve, c'est que ce que honorable Ousmane Gawal a dit chez vous cette semaine a suscité beaucoup de réactions de l'autre côté. Absolument. Je ne vais pas répéter les termes qui sont en train de se lancer, mais c'est la preuve que ce mariage politique de façade que l'UFR et l'UFDG entretenaient à un moment, c'est fini là. Absolument. Et que justement le président se frotte les mains à dire, mais je vous avais dit que vous étiez des nains politiques. Bien. Donc c'est Alpha Condé finalement qui creuse les tombes de l'opposition, Mohamed Mara. Bon, écoutez, moi je ne veux même pas rentrer dans ce débat parce qu'à mon avis, on est en train de créer du divertissement et la presse malheureusement est en train de tomber dans le piège. Ah mais elle est friande de cela. Au sorti de cette élection, que l'UFDG savait perdu d'avance. Parce qu'à partir du moment où le fichier n'était pas corrigé, tout le monde savait que l'opposition perdrait cette élection-là. Néanmoins, l'opposition y est allée. En voyant la paille, elle y a planté les yeux. Aujourd'hui, il y a des tendances aujourd'hui dans l'UFDG. Il y a un feu, il y a un incendie aujourd'hui au foyer UFDG. C'est pour cela que j'ai dit le plus perdant reste l'UFDG. C'est en fait la tactique du pompier. On crée un contre-feu et la presse, elle s'engouffre tout de suite dans la brèche. Le problème aujourd'hui n'est pas entre l'UFR et l'UFDG. C'est un faux débat. Le problème, d'abord, il est à l'intérieur de l'UFDG. Le problème aujourd'hui, c'est Baouri, Cellou Dalein Diallo, et puis tout, voilà, toutes ces personnes-là. Attendez, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé, mais je vous dis, aujourd'hui qu'on est en train de diriger les yeux de la presse vers l'UFR, vers ce conflit-là, en réalité qui est de moindre importance, parce que l'UFDG sait pertinemment que l'UFR ne représentera plus rien sur l'échiquier politique dans les 5 prochaines années à venir. Et ils le savent, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais justement, l'enjeu, c'est de détourner les regards en attendant de trouver des solutions idoines aux problèmes internes. Et c'est là-bas le problème. À mon avis, la défaite à l'UFDG est en train, le coup KO, je crois que c'est vraiment rentré dans les viscères. Maintenant, de l'autre côté, Sidia, écoutez, moi je le trouve logique dans sa logique. Ok? Parce qu'en réalité, l'homme n'a plus de carte. C'est sa dernière carte. Absolument. Écoutez, il sait très bien que Alpha Condé a pillé aujourd'hui son électorat. Cellou Dalein Diallo a passé les 2 dernières années à piller l'électorat de Sidia ici en Basse-Côte. Même pour que Sidia ait 10 députés à l'Assemblée, il a fallu l'appui de l'UFDG. Cellou le sait. Et Sidia le sait pertinemment. Donc, Sidia joue sa dernière carte, probablement en essayant aujourd'hui d'aller boire ou d'aller faire sécher son linge là où le soleil brille. Et ça, moi, je ne peux pas le lui en vouloir. Bien. Voilà. Le rôle prépondérant des partis politiques, on va parler des médias, on va parler de la CENI, on va parler des partenaires techniques et autres. Mais les élections sont un indicateur
indispensable pour comprendre, si vous voulez, la vie politique de ce pays. On n'a pas assez de temps, mais il faut dire simplement aujourd'hui que nous sommes face à une situation qui nous interpelle, qui nous enseigne. Il y a lieu maintenant de changer. Aujourd'hui, quand vous prenez cette émission, tous les problèmes que nous avons évoqués, je le dis, je le répète, et je veux le répéter encore, il faut changer de République sans changer la République. Bien. Voilà. Et c'est sur cette sagesse du doyen Moussa Dioumessi qu'on referme cette émission. Ce fut un plaisir pour nous de vous l'avoir servi. Merci de l'attention. Merci à vous qui nous avez regardé depuis Cancan. Merci aux 4 co-débatteurs. Merci à l'équipe d'Abdoulaye et des 5 qui a assuré le cadrage. Merci à l'équipe de montage et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir, portez-vous bien.